je réfléchissais aussi à un point qu'on a abordé, c'est celui des pénalités de retard. Oui, Et objectivement, pour avoir un dossier béton côté investisseur. investisseur, c'est sûr que le must, c'est d'avoir un délai de livraison des Ouais. travaux et le mode de calcul des pénalités de retard. Alors là, c'est de la négo, parce qu'en effet, si tu commences la négociation avec l'entrepreneur en disant ben, tu t'engages sur 3 mois, et si au bout de 3 mois et un jour, ça ne matche pas, tu vas me payer des pénalités de retard, il est possible que l'entrepreneur avec lequel tu as eu un bon feeling te dise écoute, t'es gentil, je veux bien m'engager sur un délai, mais les pénalités, non. Alors là, c'est de l'appréciation au cas par cas, il n'y a absolument pas de règle. Il est clair que entre les deux, j'aimerais bien avoir les deux. Mais si je devais choisir, au moins la date de livraison. Parce que au moins la date de Ouais. livraison, c'est clair, tu as un délai. Bon, et c'est ce qui permet de préparer un dossier judiciaire. Alors que s'il n'y a pas de date de livraison et qu'il y a des pénalités en cas de retard, de toute façon, on ne pourra pas les appliquer puisqu'on ne saura pas à partir de quand les appliquer, puisque c'est un peu logique, le fait générateur de la pénalité de retard, c'est précisément qu'on est en retard. Mais pour pouvoir apprécier quand on est en retard, c'est qu'il faut qu'on ait une Une date date, oui. de finalisation des travaux. Voilà. Donc, dans les deux, bien évidemment, au top du top, c'est les deux. Et entre les deux, au moins la date de Ouais. réalisation des travaux. Moi, ce que j'explique souvent en fait à mes clients, c'est qu'il y a la manière aussi de le présenter Bien à sûr. l'entrepreneur. Parce qu'effectivement, si tu arrives en lui posant tes conditions un petit peu unilatérales sur la table, si l'entrepreneur, pour peu que ce soit en plus un bon entrepreneur qui ait déjà beaucoup de boulot, etc., Ouais, bien sûr. il risque de se dire ça c'est un client casse-pied, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il faut bien lui faire comprendre que toi tu es investisseur, tu n'es pas le particulier qui fait sa résidence principale. Donc si tu sais lui exposer, comme j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, tes conditions, du moins tes contraintes à toi en termes de timing, de délai, de prêt bancaire, etc. Et encore une fois, il faut que ça soit dans le domaine du réalisable. C'est sûr que si tu imposes un délai très serré à l'entrepreneur parce que tu veux que ça aille vite, tu ne peux pas non plus lui mettre des pénalités. Enfin, du moins, il y a peu de chances qu'il les accepte. Bien Par sûr. contre, si on part sur un délai raisonnable, et le but du jeu, moi, c'est ce que j'explique avec les clients, c'est qu'il faut, en final, le but, c'est de trouver une date réalisable. C'est de se mettre Oui. d'accord sur un planning en tenant compte de la charge de travail habituelle de l'entrepreneur, de son rythme de travail, etc. D'avoir un délai réalisable pour que toi, tu puisses t'organiser en fonction. Et si toi, tu as bien fait les choses, que tu fais correctement toutes ces demandes, ces études, au moment, avant de faire ton financement, tu vas pouvoir intégrer ça dans ton financement, notamment par des différés de remboursement, notamment par éventuellement une enveloppe supplémentaire pour prévoir tous les petits soucis qu'on pourra avoir. Mais l'idée, c'est voilà, de préparer ça en amont pour bien te couvrir en cas de souci. Ouais, quitte à faire un avenant à ce moment-là, si le délai initial est un petit peu dépassé parce qu'on Oui. sent qu'il y a eu des retards ou on a découvert des poutres vermoulues ou autre chose qui nécessite un renfort qui n'était pas devisé au départ, eh bien d'abord devis, donc ça veut dire plus-value, donc ça veut dire avenant au contrat verbal, et ça veut dire peut-être prorogation de délai, mais dès lors que c'est anticipé en amont par Ouais. l'entrepreneur et compris par tes soins en tant qu'investisseur, ce qu'on disait, c'est que tant qu'il y a la transparence, tant qu'il y a une fluidité dans la communication, tout ce qu'on expose là, c'est dans le cas où, à un moment ou à un autre, la négo ou le business commence à tourner vers peut-être une mauvaise foi de la part de l'entrepreneur, et auquel cas il faut se prémunir. Mais dans la majorité des cas, en tout cas, à chaque fois que j'ai eu des investissements à réaliser, j'ai eu un entrepreneur qui a été présent du début à la fin et tout s'est bien passé. Mais voilà, il faut quand même, dans le monde du conseil en rénovation ou du conseil en droit des affaires et fiscalité, c'est clair qu'on est toujours dans la prospective des différents scénarios. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se produire, mais au moins tu es armé pour pouvoir les affronter si jamais ils se produisent. Oui, puis le but c'est Bah d'anticiper un ouais, petit peu voilà, toutes les solutions et bien sûr. au moins d'imaginer le pire Ouais, pour justement avoir des solutions, des plans tout B à fait. au cas où dans tous les cas. Ouais. Après, ce qu'il faut se dire également, si toi, peut-être que toi même qui nous regarde, tu es investisseur, mais tu es peut-être aussi entrepreneur du bâtiment, donc avant de monter au créneau en disant « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter celui-là ?» Je l'étais moi pendant des années.
prends bien conscience que tout ça, les contrats, les devis détaillés, précis, tout ça, c'est aussi pour te protéger toi. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, souvent ça dérape parce que justement, c'est pas cadré du départ. Quand on a un cadre qui est précis et qui est bien délimité, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et quand effectivement on a, si tu t'engages sur un délai et que tu dépasses ton délai, c'est parce que tu as mal fait ton calcul. Encore une fois, c'est pas pour aller te mettre en prison, c'est juste pour quelque part avoir un cadre et savoir dire qu'est-ce qu'on fait et pour pouvoir jauger. Peut-être on aura l'occasion d'ailleurs, parce qu'on en discutait tout à l'heure, ça serait intéressant. Vous pouvez me le dire dans les commentaires d'ailleurs. S'il y a des entrepreneurs du bâtiment qui passent par là, n'hésitez pas à me laisser ou n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. On peut également faire une petite vidéo à ce niveau-là pour te dire, toi en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'il est utile de préparer dans tes contrats, etc. Parce que moi, ça me tiendra à cœur de pouvoir, l'ayant été pendant de nombreuses années, aujourd'hui, c'est mon associé qui s'occupe de la partie travaux, donc je ne m'occupe plus vraiment de tout ça. Mais c'est vrai que moi, ayant été vraiment face aux clients pendant longtemps, j'ai été confronté à ça de l'autre côté du décor. Effectivement, quand on est entrepreneur, on n'a pas envie de donner trop de délais parce que la rénovation, c'est tellement compliqué. Il y a tellement d'aléas, il y a tellement d'imprévus que même nous, en tant qu'entrepreneurs, en ayant l'habitude, il y a tout le temps des imprévus, des soucis, des retards. Le fournisseur qui te livre avec 15 jours de délai ou 3 semaines de délai en retard, tes menuiseries, quelque chose qui te fait que ça te retarde tout le chantier, tu n'y peux rien malheureusement. On est dépendant de beaucoup de choses. Ton employé qui te plante, qui vient pas, il fait un arrêt maladie pendant 15 jours, ça peut, voilà, c'est compliqué aussi. Donc l'important du contrat, c'est ça, c'est de prévoir que ça soit cadré du départ pour éviter les problèmes. Alors maintenant, deuxième partie, c'est, bon, malheureusement, on a bien tout prévu, tout cadré, ça dérape quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les recours? Parce qu'il peut y avoir pas mal de causes. Alors, on va les prendre peut-être dans l'ordre. La première cause qui peut arriver, c'est la plus fréquente, c'est effectivement, on dépasse les délais. Donc, on dépasse les délais. Déjà, si on n'a pas mis de date de fin, effectivement, le recours, il est relativement compliqué. Il n'y a pas de recours. Oui, de toute façon, à partir du moment où effectivement on parle de dépassement de délai, c'est que précisément il y a une date. Il faut qu'il y ait un délai. Bon, donc ça c'est le b.a.-ba, Voilà. mais en fait on va renforcer des portes ouvertes, ça fait du bien de temps en temps. Pour qu'il y ait un dépassement de délai, il faut qu'il y ait un délai. Donc, et comme je disais tout à l'heure, c'est quand même important qu'il figure dans le devis, aussi bien pour toi entrepreneur que pour toi investisseur, parce que ça permet de jauger un petit peu la portée de vos engagements respectifs. Donc, s'il n'y a pas de délai, on ne constate pas de dépassement. Voilà, et pas de dépassement. Il n'y a pas de difficulté. Donc, déjà, pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir te protéger du dépassement de délai, déjà, il faut poser un délai. Après, si on dépasse le délai et qu'on a fait les choses correctement, qu'on sait bien, qu'on a mis une date dans le devis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, donc une fois que, bon, on va partir du supposé qu'il y a un délai qui avait été fixé dans le devis, donc on arrive au dépassement du délai. Donc, dès le lendemain du dépassement de délai, première chose, c'est qu'il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception en disant à l'entrepreneur, voilà, on vous avait fait un devis avec une date de livraison, je vous ai fait un bon de commande en confirmant les termes de votre devis, le délai est arrivé à échéance et les travaux ne sont pas finalisés. Donc je vous mets en demeure d'avoir à finaliser les travaux. Alors pour entrepreneur, c'est pas sexy de recevoir cette lettre, mais néanmoins c'est juste l'application d'une disposition contractuelle. Et pour l'investisseur, c'est important de faire cette lettre puisque ça te permet de, au cas où l'entrepreneur ne réponde pas, de pouvoir résilier le contrat sans difficulté. Et en plus, tu disposes d'un délai de 60 jours maximum par rapport à la date de livraison des travaux pour ce faire. Non pas qu'ensuite il y ait forclusion, mais disons qu'au plus tôt on le fait par rapport à l'expiration de la date, au plus tôt on est crédible vis-à-vis d'une demande éventuelle, soit amiable, soit judiciaire. Donc, acte 1, la date est dépassée de 1 jour, je fais, moi, en investisseur, une mise en demeure. Une mise en demeure dans laquelle je peux très bien être très courtois. Simplement, je dis, voilà, le délai est dépassé, je vous remercie de m'indiquer sous quel délai vous allez pouvoir finaliser les travaux. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller dans le contentieux, ni tout de suite de demander du dommagement. Il s'agit juste de dire, écoute, voilà, tu t'étais engagé sur un délai de 3 mois, il n'est pas tenu. Qu'est-ce qu'on fait? Ça permet de marquer le coup juridiquement pour avoir un point de départ au cas où ça dérape pour pouvoir entamer une procédure. C'est vraiment le point de départ. Pour avoir la possibilité, et là on parle que des hypothèses où on est en retard d'exécution, on ne parle pas des malfaçons, on est juste dans, il y a un délai contractuel, il n'est pas respecté. Bon. Donc dans ce cadre-là, alors, acte 1, je fais la mise en demeure, et puis acte 2, je me dis, moi, en investisseur, je pourrais peut-être soit faire exécuter de manière forcée les travaux, mais là, ça met tout de suite une tension
dans les relations existantes entre l'investisseur et l'entrepreneur, soit j'essaie de trouver un terrain d'entente, mais effectivement, j'ai également l'épée de Damoclès parce qu'il y a le temps qui court et donc l'emprunt à rembourser. Donc ça, c'est vraiment à apprécier au cas par cas. Cette vidéo, comme on te l'a dit au départ, elle est pour apporter des focus un peu simplistes et pour autant quand même déjà assez poussés sur ces différentes phases-là. Et puis la phase 2, du coup, une fois que j'ai fait cette mise en demeure et que ce n'est pas réalisé, je peux me dire, bah tiens, je vais aller chercher des sous devant le tribunal pour le coup, parce que je vais demander l'application des pénalités de retard. Ça suppose que dans le devis et ou dans le bon de commande, on en ait parlé. Et à défaut, ça sera de l'appréciation du tribunal qui ne condamnera pas l'entreprise de rénovation à des pénalités de retard, puisqu'elles n'auront pas été contractuellement prévues, mais qu'elle pourrait être condamnée à des dommages et intérêts en raison soit de sa résistance abusive et injustifiée dans le défaut de réponse aux demandes légitimes de l'investisseur, soit dans le fait que purement et simplement, effectivement, je me suis pris, moi, investisseur, 3 mois d'échéance de prêt sans contrepartie, donc ça fait 3 mois à 600 euros, 1800 euros, boum, et à ce moment-là, je demande la réparation devant le juge. Ok, donc là on n'est plus dans le... C'est pas de la pénalité de retard, mais c'est du dommage et intérêt. Voilà, c'est pas la pénalité de retard, c'est le dommage et intérêt. C'est l'article à la fois L141-1 du Code de la consommation pour la mise en demeure, et c'est l'article 1147 du Code civil pour l'obligation de résultat de l'entrepreneur s'agissant d'une prestation de service. Il s'engage à la prester dans un délai et avec une prestation à effectuer. Donc 1147 d'un côté pour l'aspect contractuel, obligation de résultat, et L141-1 du Code de la consommation pour ce qui concerne la partie mise en demeure. Ouais, merci. Merci pour tout ça. Après, Renaud propose des consultations, donc si jamais vous êtes un peu perdu avec tous ces articles de loi, même moi, je n'ai pas retenu le nom, c'est pas très important, mais vraiment, voilà. Ok, on dépasse les délais d'un jour, on fait une mise en demeure, et puis voilà, vous avez votre point de départ, et même à la limite, à ce moment-là, c'est là que ça vaut le coup de contacter un professionnel une fois que voilà qu'on sent que ça dérape. C'est surtout ça, le but c'est pas d'aller se lancer dans une procédure seule, mais c'est plutôt de pouvoir amorcer, d'avoir préparé ce qu'il faut et de pouvoir amorcer pour la suite, quoi. Ok, donc merci. Tu me parlais tout à l'heure, vraiment pour encore aller un petit peu plus loin si vous êtes vraiment très très pointilleux dans le juridique, donc de la fameuse norme AFNOR qui permet donc de cadrer un petit peu ces pénalités de retard, c'est ça? Oui. Donc ça c'est une norme qui existe, qu'un particulier peut utiliser? Oui, alors en fait, c'est une norme AFNOR, donc, qui est délivrée par l'Agence française de normalisation, qui est la norme NF P003-001, qui a été adoptée le 20 octobre 2017. C'est une norme AFNOR qui prévoit en réalité pour les marchés privés la possibilité justement de calculer les indemnités de retard en cas de dépassement de délai. Et à ce moment-là, c'est une norme qui prévoit en général 1 pour 1000 de pénalité de retard avec un plafond de 5%. Ok, et du coup, alors pour pouvoir faire référence à cette norme, en fait, il faut en faire mention dans le devis ou alors c'est tacite automatiquement dès qu'on a mis simplement une date? Alors, il faut savoir que la norme AFNOR, ce n'est pas la loi, c'est une norme. Par contre, si les parties l'ont choisi dans le devis et ou le bon de commande, il faut que ce soit opposable. Ça pourrait être simplement de rajouter sur ton devis, donc en cas de retard, on se basera sur la norme AFNOR pour le calcul des pénalités, voilà, tout simplement. Complètement. Et à ce moment-là, c'est vraiment, c'est un devis de l'entrepreneur et c'est accepté par l'investisseur, donc c'est complètement contractuel. Et comme les deux ont choisi cette norme, juste en ce qui concerne l'indemnité de retard pour le calcul de celle-ci, eh bien ça veut dire qu'à ce moment-là, cette norme est opposable aux parties en cas de dépassement du délai. Donc je peux très bien, la norme AFNOR elle est assez explicite, c'est pas une loi. Par contre, je peux m'en prévaloir et si je m'en prévaux, à ce moment-là, elle est opposable. Ça cadre, ça te donne un cadre pour voilà, qui régit un petit peu tout ça. Alors c'est vrai qu'après ça, si tu es en train de rénover un appartement ou quelque chose comme ça sert à rien de rentrer là-dedans. Là, on va vraiment, tu vas faire peur à tes artisans et ils vont partir en courant. Par contre, effectivement, si tu es marchand de biens, si tu fais de l'immeuble de rapport, si tu fais du gros chantier, j'ai des personnes des fois qui m'ont contacté pour justement des projets de rénover un immeuble
immeuble complet, etc., où là, on dépasse les plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux. Là, voilà, c'est là que ces choses-là prennent sens. Bien entendu, dans ces cas-là, je te recommanderais de faire particulièrement attention sur tes devis, tes contrats, etc. Pour le coup, le bon de commande va être vraiment intéressant. Ouais, et le contrat. Voilà, et là, ça vaut le coup de faire un vrai contrat et de te faire accompagner d'une personne compétente, d'un avocat pour éventuellement faire quelque chose qui soit bien ficelé, parce que là, il y a beaucoup d'argent en jeu et effectivement, souvent, les mensualités de prêt peuvent être énormes quand tu fais 400 000 – 500 000 euros de travaux, plus le prix de l'immeuble, etc. Tu peux arriver à des mensualités énormes. Ouais. Et j'ajouterais deux choses, c'est qu'en fait, les pénalités dont on parle, elles sont obligatoires dans les contrats de construction de maisons individuelles. C'est obligatoire, y compris pour les maisons privées, hein, c'est obligatoire de prévoir cette norme. Et puis en plus, d'un point de vue marchand de biens, la personne qui va faire des travaux importants ou le promoteur, par exemple, c'est sûr que la banque, pour qu'elle lui prête, il faut aussi qu'elle sécurise sa partie et qu'elle voit de quelle manière, en cas de dépassement de délai, l'entrepreneur serait ou pas actionné par l'investisseur du paiement de pénalité de retard, puisque du coup, ça devrait être, à mon avis, à budgéter et à financer comme étant une plus-value éventuelle ou une clause d'aggravation de risque. C'est pas d'être pessimiste que de l'aborder, c'est d'être responsable. Et quand tu es débiteur de travaux à réaliser sur des travaux de rénovation d'un immeuble complet, il est possible, il est vraisemblable et même certain qu'il y aura des retards, il y aura des plus-values éventuelles. Et je pense que si je suis une banque et que je vois qu'il y a une ligne de travaux qui a été prévue une ligne budgétaire qui a été prévue sur les pénalités de retard en cas de retard, je suis beaucoup plus enclin à te prêter des sous parce que je me dis, toi entrepreneur, là pour le coup, Ah oui, ça rassure. Et la banque, c'est ce qu'elle veut. La banque, elle veut être rassurée, elle veut partir, elle prête en confiance. Donc bien sûr, plus tes contrats seront blindés de ton côté et plus effectivement tes partenaires financiers te suivront facilement. Donc après, il faut jauger, bien entendu, tout ça, c'est pour savoir que ça existe. Et en fonction de l'ampleur de ton chantier, de tes travaux, à toi de jauger, de savoir si ça vaut le coup ou pas de t'embarquer dans des contraintes juridiques comme ça, ou si simplement, quand c'est un tout petit chantier, effectivement, on se met d'accord avec l'entrepreneur, un devis, une date, ça suffit. C'est l'appréciation du risque. En réalité, c'est comme ça qu'on avance dans le business, c'est de pouvoir jauger par rapport à... Tu n'auras pas les mêmes diligences et les mêmes précautions à prendre pour une rénovation à 30 000 euros que pour une rénovation à 80, 100 000 ou 300 000 euros. Donc c'est sûr qu'en fonction de la typologie du client, de l'entrepreneur, de l'investisseur, il suffit parfois d'une simple poignée de main pour que ça fonctionne. Conforté par un devis avec une date de livraison, des pénalités de retard, c'est pas mal, c'est mieux. Et vis-à-vis de l'entrepreneur, c'est pas une défiance, c'est plutôt, je pense, à titre pédagogique, une façon pour lui aussi de prendre le message de ce que, en étant organisé dans le chantier de X investisseurs, eh bien, il est sûr qu'il va respecter les travaux puisqu'il s'est engagé et qu'en plus, il y a un document qui l'y engage. Donc, je crois que c'est assez vertueux. Je pense que de plus en plus, il faut s'inscrire dans cette logique de réciprocité où une exigence de formalisation n'est pas non plus synonyme d'une défiance. C'est juste une précaution. Et quand on est un investisseur, et typiquement, toi et moi, nos propos s'adressent aussi aux investisseurs qui parfois peuvent débuter dans ce monde-là, c'est important d'être bien accompagné et d'avoir des garde-fous. À la fois en prenant les hommes de l'art et à la fois en prenant dans le devis, le bon de commande, le suivi de chantier, le tableau de planning, des petits garde-fous qui te permettent, toi investisseur, d'avoir régulièrement des patterns, des rendez-vous avec l'entrepreneur et avec toi-même pour voir si la feuille de route patrimoniale d'un point de vue réalisation des travaux avance comme c'était prévu. Ok. Ok, merci beaucoup Renaud. Je pense que ça commence à être un petit peu long, donc à mon avis, on va découper cette vidéo peut-être en 2 ou 3 séquences pour pas vous mettre trop mal au crâne, mais il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire. Donc il y a encore d'autres sujets pour parler un petit peu des plus-values, si l'artisan vous plante, etc. Donc restez bien abonnés. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne de Renaud, donc Patrimoine et Fiscalité, c'est ça? La chaîne Patrimoine et Fiscalité où on parle en particulier de tout ce qui concerne les stratégies d'investissement, les modes d'exploitation,
l'optimisation fiscale. Patrimoine et juridique. fiscalité, tout ce qui tourne autour de l'investissement immobilier. Voilà. Et puis business. vous aurez les coordonnées de Renaud si jamais vous avez besoin de le consulter vraiment à titre professionnel. Et puis, comme d'hab, abonnez-vous investirrénové.fr, donc sur le blog et sur la chaîne YouTube. Ouais. Et restez bien abonnés, suivez bien. On vous suit, donc on vous fera passer les prochaines vidéos très prochainement. À bientôt. À bientôt, au revoir.